Bonjour à tous, bienvenue dans Territoire. Cette semaine, nous sommes dans le Gard, sur la commune de Sainte-Anastasie, avec 3000 hectares de garrigues et 1000 hectares de terres agricoles. Il est un important poumon vert au nord du département du Gard. Entouré des communes de Dions, Pouls et Blozac, Sainte-Anastasie se trouve à 11 km au nord-ouest de Nîmes, l'une des plus grandes villes aux environs de ce village. Si des traces d'occupation très anciennes, moins 10 000 ans, ont été révélées dans la grotte La Baume-la-Trône, la commune a pris forme au fil du temps sur le tracé d'une voie romaine. Les ponts de Russan et le pont Saint-Nicolas étaient des points importants du trafic entre Nîmes et Uzès. Nous nous trouvons sur le pont de Russan, justement, sur la commune de Sainte-Anastasie. Nous allons maintenant monter dans les hauteurs, sur le site du Castellas, en compagnie de Patrice Hurlin, qui va nous conter l'histoire de la commune. Sur le site du Castellas en compagnie de Patrice Hurlin. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont celui que je tiens ici, Histoire à Sainte-Anastasie, fragment d'histoire locale de la préhistoire au début du XXe siècle. Autant dire que l'histoire de cette commune est très riche. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors pour commencer, peut-être qu'on peut situer cette commune qui est l'une des plus grandes en termes de superficie dans le Gard. Enfin, la plus grande au niveau garrigue. Voilà. Les plus grandes sont dans le sud du département, mais du nord du département, c'est la plus grande, et c'est la plus grande du canton aussi, évidemment. Alors, elle fait quand même 4364 hectares, donc ce qui représente par rapport à des communes dont la moyenne elle se situe entre 900 et 1000 hectares, ça fait à peu près une superficie de 4-5 communes normales. Alors la particularité de Sainte-Anastasie, c'est qu'elle compte plusieurs hameaux. Plusieurs hameaux, et il n'y a pas de village Sainte-Anastasie. Donc voilà. On passe ici, on ne trouve pas de panneau Sainte-Anastasie. Si on cherche Sainte-Anastasie, on ne le trouvera jamais. On les hameaux, donc on va partir de... Je vais partir du plus petit, comme ça, au Campagnac, donc qui se trouve vers Pont-Saint-Nicolas. Ensuite, en hauteur, nous avons le village de Vic. Et plus loin, le village de Barne. Et plus près de Nîmes, le village de Russan. D'accord. Voilà. Donc en fait, pour parler justement de l'histoire de ce village et qui remonte à de milliers d'années, on peut dire, puisqu'en France, c'est l'un des villages où l'on retrouve les premières traces d'Homo sapiens sapiens. Jusqu'à ce jour, disons, c'est dans ce lieu qu'on trouve les traces les plus anciennes d'Homo sapiens. Alors dans vos recherches, parce que vous avez amassé sur un certain nombre d'années justement des trouvailles historiques ici. Oui, on trouve toute l'histoire sur 30 000 ans, plus de 30 000 ans, on trouve toute l'histoire de l'homme sur Sainte-Anastasie, en partant des grottes peintes de la Trône jusqu'à notre époque. On passe par le Moyen-Âge, le Néolithique, l'âge de fer, l'Antiquité tardive, et donc on a tout le panel de l'histoire de France rassemblé sur les 4364 hectares de Sainte-Anastasie. Alors, quelques-uns des points importants de ce village, on se trouve ici sur le site du Castellas, je le disais à l'instant. On va peut-être justement monter pour que vous nous parliez un petit peu plus en détail de ce site. De ce site, oui, d'accord. Allez. Et voilà, là on se trouve sur le plus haut point un des plus hauts points de la commune, et le point le plus haut du Castellas, donc là où il y avait le donjon. Alors sur la partie où je suis, c'est pas d'époque. Ça a été fait fin 19e. C'est un des curés de Russan, qui avait installé une croix et qui a été foudroyé. Alors pour situer un peu l'histoire du Castellas au niveau datation, les premiers documents qu'on retrouve datent du milieu du Xe siècle, c'est-à-dire exactement vers 944, entre 944 et 951 après Jésus-Christ. Et on retrouve le nom de la première fois cité le territoire en tant que domaine et le nom de Fort Sainte-Anastasie qui fait déjà l'objet de tractations entre les différents seigneurs, les co-seigneurs d'Uzès, puisque ici nous sommes sur un territoire qui appartenait aux seigneurs d'Uzès. Voilà, donc on a parlé
du début de l'histoire, on va aller directement à la fin. La fin de l'histoire, c'est 1633, c'est quand Richelieu va ordonner la destruction de beaucoup de châteaux dans le Gard, et principalement celui de Sainte-Anastasie, qui est un haut lieu stratégique de la région. Nous quittons l'espace d'un instant le site de Castellas pour nous rendre dans l'Hérault sur la commune de Villeneuve-les-Maguelones à la découverte de sa cathédrale, imposant monument construit il y a 8 siècles. Elle se trouve entre lagune et mer. La cathédrale de Maguelones se dresse au cœur d'un îlot d'arbres et au milieu des étangs. Une terre de contraste à découvrir, visite guidée. L'histoire de la cathédrale de Maguelones est une histoire assez longue et complexe. Je vais essayer de vous la résumer très rapidement. Il y a une première cathédrale qui est construite au VIe siècle après Jésus-Christ, qui est détruite. Puis, à partir du XIe siècle, le bâtiment que vous avez sous les yeux est reconstruit. Pour un spécialiste, c'est une cathédrale romane. Donc, on sait quand on connaît un peu ce genre d'architecture, quand on est à l'extérieur, le plan est déjà visible. Donc, on se doute de ce qu'on va trouver à l'intérieur. C'est vrai que pour un visiteur qui entre dans cette cathédrale, ces voûtes sont assez impressionnantes, d'autant plus qu'on ne les découvre qu'au milieu de la nef, puisque les deux premières travées sont couvertes par une tribune qui est elle aussi couverte avec des voûtes assez impressionnantes dans leur réalisation technique. Maguelones, c'est un haut lieu de l'histoire du Languedoc, c'est le siège de l'évêché. L'évêché, dans l'histoire médiévale, c'est un lieu de pouvoir religieux, un lieu de pouvoir politique et économique aussi. Les tombes qu'on peut voir à l'intérieur de la cathédrale sont les tombes des évêques, qui ont été les seuls personnages qui ont eu le droit d'être enterrés à l'intérieur de l'édifice. On peut encore voir quelques-unes des plates tombes et des gisants de ces évêques. On ne voit plus la totalité des sépultures, mais on a encore une vue effectivement qui pourrait paraître lugubre, mais ça ne l'est pas. En fait, les évêques se faisaient enterrer à l'intérieur simplement pour être au plus près de l'autel qu'ils avaient contribué à servir pendant leur fonction. Ameno, ameno, lantiremo, dorime. Ameno, o manare imperavi, ameno. Dimere, matiremo.
Sur l'aspect cimetière de cette cathédrale, ce qui est intéressant d'y observer, c'est son aspect de forteresse. En fait, quand on est à l'extérieur de l'église, on peut constater tout en haut des murs la présence d'un mâchicoulis, qui est un système d'arcades de pierre qui longe les murs, qui portait un chemin de ronde et qui permettait donc la surveillance de toute la périphérie de l'église et la défense de ce bâtiment. C'est un lieu qui est fortifié dès sa construction, et cette fortification est très importante parce que Maglone, si on la situe dans le paysage, sur cette île dans le cordon lagunaire, c'est un point de contrôle des accès entre la mer et la terre. En fait, en regard de Montpellier, c'est une des fonctions importantes de cette église aussi, donc d'être cette espèce de verrou politique entre la mer et la terre. When you're with me. You're my friend, Connie. Maglone est loin d'avoir livré tous ses secrets. C'est une enquête qui est très longue, très minutieuse. Le bâtiment est très très riche de détails et d'informations de toutes sortes. Donc on a entrepris l'étude de ce bâtiment il y a 4 ans déjà. On va le poursuivre en fouillant les vestiges du cloître canonial qui s'étend au nord de la cathédrale. On attend beaucoup des résultats de cette enquête archéologique pour éclairer certains points de l'histoire de l'église qui restent assez obscurs encore.